Bonjour, c'est un trésor méconnu de notre patrimoine que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas d'un palais, d'un hôtel de maître ou de joyaux de notre patrimoine industriel. Non, ce sont de modestes maisons, de jolis jardins, des espaces verts. Et il faut le savoir, notre pays occupe une place particulière dans l'histoire de ce qu'on a appelé les cités-jardins. Vous avez envie de les découvrir? Moi aussi, et ça tombe bien, j'ai les clés. Je vous retrouve en région bruxelloise et plus particulièrement à Watermal-Boisfort, une commune qui a la particularité d'accueillir deux cités, le logis et Floréal. Voilà un siècle que ces habitations, pas comme les autres, ont commencé à fleurir chez nous. C'est en Angleterre que naît l'idée de ces cités-jardins. Il s'agit avant tout d'offrir des conditions de vie décentes à une population modeste. Un autre objectif est de lutter contre le développement anarchique des villes. Bref, de composer une communauté harmonieuse qui unit ville et campagne avec la possibilité pour les habitants de cultiver leurs jardins, planter leurs légumes et profiter d'infrastructures communes. Le projet semble utopique, peut-être, mais il remporte un franc succès. Jean-Marc Bazin, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez bien l'histoire des cités-jardins. Elles naissent au début du XXe siècle, mais quel est l'esprit vraiment qui les accompagne? Cette idée vient d'Angleterre, est une sorte d'utopie sociale qui apparaît contre la révolution industrielle dans les années 1880-1890, et on peut vraiment dire que c'est une utopie qui a fonctionné. C'est une vraie success story. La Belgique, après la Première Guerre mondiale, connaît une grande pénurie de main-d'œuvre, de matériaux, doit reconstruire vite, pas cher et en grande quantité. Et la cité-jardin est une des solutions urbanistiques proposées. Alors, au début, les habitants arrivent, ce sont des locataires. C'est une société de coopérateurs locataires, le logis par des enseignants et le Floréal par des imprimeurs à l'origine, mais petit à petit s'ouvre bien sûr à d'autres catégories de population. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si demain j'ai envie de repeindre ma façade en rose ou en rouge, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Il y avait un règlement d'ordre intérieur qui spécifiait exactement comment repeindre ses châssis, entretenir sa façade, c'est du crépi tyrolien, etc. On parle d'homogénéité et on le voit, et pourtant là on est à l'ombre d'une tour de logement. C'est un peu une exception dans les cités-jardins. Le logis Floréal, répétons-le, est une des plus grandes cités-jardins d'Europe. Et en effet, cet immeuble à appartements est un des seuls immeubles en hauteur dans les cités-jardins bruxelloises. Changement de décor, et pourtant nous sommes toujours au logis. L'immeuble que vous voyez derrière moi s'appelle le Fer à Cheval. C'est le premier immeuble tour conçu par l'architecte Egerix entre 1927 et 1930. Vous avez envie de prendre de la hauteur, d'avoir une vue imprenable? C'est facile, il suffit de me suivre. François de Flandre, vous êtes un habitant du logis depuis un petit bout de temps maintenant. Depuis 1986. Vous êtes auteur de bande dessinée, on est dans votre atelier. Tout à fait. Là, en l'occurrence, on a pris de la hauteur. 8 étages, 35 mètres. François, c'est assez surprenant parce qu'on a une architecture qui est assez horizontale, on va dire, et hop, tout d'un coup, un building de la hauteur, de la verticalité. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même une forme architecturale assez ouverte. Quand on voit le bâtiment, il y a donc cette tour, et puis les deux bâtiments sont en cercle, un peu à la manière de bras ouverts. Donc ça n'est pas une barre d'immeuble comme il peut en exister. On peut dire qu'il règne dans une cité-jardin un esprit particulier? Oui, je pense. C'est un lieu où il fait bon vivre, ça c'est sûr. Il fait bon se promener, moi je n'arrête pas de me promener. D'ailleurs, souvent, quand je cherche une idée pour la BD, je me balade dans les rues, en général le soir, parce que je trouve que le soir et même la nuit, il y a une ambiance très particulière. Et puis, c'est des cités-jardins qui ont aussi inspiré beaucoup de cinéastes, par exemple, puisqu'il y a Jacob van Dormael qui a tourné 3 films en grande partie dans les environs immédiats. Il y a aussi Chabrol qui a tourné La Rupture. Enfin, il y a toute une série d'inspirations
qui se sont faites avec ces cités-jardins. Qui dit cité-jardin dit jardin aussi, forcément. Vous avez, vous, les doigts verts, les pouces verts pour ce qui est de cultiver votre jardin? Non, pas du tout. Oui, vert d'encre, mais ça s'arrête là. Des cités sont construites après la Première Guerre mondiale et l'enthousiasme qui accompagne leur construction est spectaculaire. Parmi les architectes les plus connus, il faut citer Jean-Jules Eggerix, surnommé Gigi. L'homme cumule les talents, architecte, poète, éducateur, technicien. Il est aussi un grand sportif qui adore enfourcher sa moto. Tous ses amis vous le diront, Gigi est doté d'un solide caractère. Le plus souvent calme, mais toujours déterminé à imposer sa vision des choses. Et qui dit cité-jardin dit bien sûr jardin. Des jardins qui, dès la création de ces cités, étaient censés garantir par leur salubrité et leur bon air la santé des habitants. Mais ici, au logis, la légende, la vraie légende, concerne bien sûr les cerisiers du Japon. Des cerisiers qu'on vient de loin pour les admirer, que ce soit d'ailleurs à pied, en voiture ou en tram, à un moment bien particulier, celui de leur floraison. Daniel Van Hassel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef jardinier ici. Un petit mot sur cette mythologie du logis avec ces cerisiers. Bon là on tombe pas bien, c'est pas à la floraison. C'est pas la bonne saison, c'est pas la plus belle saison pour les admirer, mais des vieux troncs c'est beau aussi. Des vieux troncs c'est pas mal. Et puis ça fait partie vraiment, c'est la carte de visite du logis. Oui, il y a plusieurs avenues comme ça qui sont dessinées par des cerisiers du Japon, qu'on vient voir quand ils sont en fleurs au mois de mai. Ouais. Alors le lieu où on se trouve, c'est un logis, c'est un lieu d'habitation, mais c'est aussi un poumon vert. On peut parler d'un parc. Oui. En fait, le logis floréal, ça couvre 80 hectares, un peu moins de 80 hectares. Sur ces 80 hectares, il y a au moins 35 hectares dont on assure la gestion, l'entretien. Et donc c'est énorme, il y a énormément d'arbres, il y a plus de 1500 arbres, il y a 45 km de haies. Et donc c'est vraiment très vert. C'est une cité jardin. Daniel, avec vous, vous avez beaucoup de monde en fait, grosse équipe d'entretien ici au logis. Oui, il y a une équipe de 16 jardiniers à temps plein. Toute l'année, été comme hiver. Il y a un côté ouvert, mais il y a un côté fermé aussi avec cette communication qui est permise entre les jardins malgré les haies. Oui, à l'arrière des maisons, il y a toujours un petit portillon qui donne accès à l'espace commun. Et donc c'était vraiment conçu pour ça. À l'intérieur des petits îlots, il y a des vieux vergers où il y avait des bacs à sable par exemple, des lieux de rencontre entre les habitants. C'était vraiment conçu comme ça. On a parlé des cerisiers, mais y a-t-il d'autres essences, d'autres espèces qui sont elles aussi les stars du logis? Une autre espèce star, ce sont les tilleuls palissés qu'on devine entre les alignements de maisons. Ce sont des arbres qui sont taillés de manière architecturée. Il y a aussi des boules de lierre. En fait, c'était assez caractéristique. Ah oui, comme celle-là, donc. Voilà, ça c'est une boule de lierre, ouais. Oui, effectivement. Je ne savais pas que ça existait. Après, il y a d'autres plantes grimpantes, dont des rosiers. Il y a des vignes vierges, de la glycine sur les façades, les jasmins d'hiver. En fait, c'était conçu pour apporter une floraison à différents moments de l'année. Une grande partie du charme du logis, ce sont ces fameuses venelles, comme celle où je me trouve, des petits chemins entre les différentes maisons et les différents jardins où les enfants peuvent jouer et puis les parents être en toute tranquillité. Et pourtant, on n'est pas très loin de la ville. D'un point de vue stylistique, c'est du côté anglais, de l'autre côté de la Manche, qu'il faut regarder. Alors que souvent, d'ailleurs, en banlieue, les développements urbanistiques sont plus ou moins anarchiques. Ici, non. Dès le début, il y a une véritable conception globale et pour le coup, totalement urbanistique qui est respecté. Ici, on est dans une maison assez type, je dirais, du logis, en pleine rénovation, avec des espaces assez petits. Les pièces sont petites parce que l'architecte Jean-Jules Eggerix avait vraiment la volonté de construire le moins cher possible et donc de gagner de l'espace et donc d'éliminer ce qu'on appelle les espaces de prestige, de réception. Et donc il réduit l'aspect, la fonction résidentielle d'habitat
au strict minimum. Donc par-delà le logement, il y a aussi une volonté de développer des équipements collectifs qui appartiennent à toute la communauté, les écoles, les magasins, les salles des fêtes. Exactement, c'est le but, à nouveau, donc, de désengorger les centres-villes, de créer de nouveaux pôles urbains en périphérie qu'il faut urbaniser d'une façon ou d'une autre et accompagner d'équipements collectifs comme des écoles, en effet, buanderies, petits magasins coopératifs, salles de fête parfois, homes pour vieilles personnes. Et donc, en effet, ça ajoute à cette vie communautaire cet aspect de village. On peut tout faire sans quitter la cité. Alors, quelques exemples de cités-jardins dans la région, en région bruxelloise. On les reconnaît d'ailleurs parce que souvent les façades sont les mêmes. Parfois des maisons grises, parfois des maisons jaunes. Ça, c'est une volonté aussi de créer une unité. Alors, sur les 22 cités-jardins à Bruxelles, il y en a 2 qui sont vraiment de style, ou plutôt qui appartiennent au mouvement moderne. La cité moderne à Berchem-Saint-Agathe et le Kapelleveld à Woluwe. Les 20 autres sont vraiment en style traditionnel, vernaculaire. Citons par exemple la cité Kersbeek à Forêt, très méconnue et vraiment encore dans son état d'origine, très intéressante. Et bien sûr, à Anderlecht, le chantier expérimental de la cité-jardin La Roue, où des dizaines d'architectes ont expérimenté des dizaines de modes de construction préfabriqués, standardisés, pour faire le moins cher possible. La ville à la campagne fait rêver, bien sûr, et des rêveurs ont conçu ces habitations entre logement et jardin plus d'un siècle plus tard. Ils sont encore nombreux à vivre avec bonheur dans ces fameuses cités-jardins. Derrière chaque façade, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires mystérieuses peut-être. Alors tout ça peut sembler utopique, mais que serait notre vie sans utopie? Je vous retrouve très vite pour d'autres découvertes. Vous savez, j'ai les clés et elles ouvrent toutes les portes.